Ceci est une vidéo sur la conjugaison de l'anglais. Ce travail que je vous explique ici vient d'années d'expérience et n'est jamais expliqué dans le système éducatif français. Donc c'est normal que certains des mots que je vais utiliser et certains des temps dont je vais parler ne sont jamais compris par qui que ce soit. Merci de votre compréhension et bonne vidéo à vous. Avant de commencer, je dois vous dire que tous les temps en anglais ont un auxiliaire, et parfois même plusieurs auxiliaires sont utilisés dans ce qu'on appelle un groupe verbal. En règle générale, les auxiliaires en anglais sont utilisés pour exprimer une certaine relation au temps ou les règles de l'espace-temps dans lequel on se trouve. L'auxiliaire permet l'opération du verbe. Il est donc indispensable de mettre un auxiliaire dans la plupart des phrases, à l'exception, seul un groupe de temps n'utilise pas automatiquement l'auxiliaire. Ce sont les temps simples, avec l'auxiliaire to do. Les temps simples expriment les règles dans l'espace-temps ou sont utilisés pour les actions brèves qui s'y produisent. Les temps simples ne requièrent pas l'usage de l'auxiliaire to do pour leur forme affirmative, ce dernier permettant de mettre l'emphase sur le verbe qui suit. Pour les questions et les formes négatives, pour les temps simples, il est impératif d'utiliser l'auxiliaire to do. Ce dernier porte le not de la négation ou le s de la troisième personne. Le verbe est juste placé derrière l'auxiliaire sans le to de l'infinitif. Au passé, l'auxiliaire to do, lorsqu'il est présent, porte le passé et lorsqu'il ne l'est pas, le verbe prend sa forme passée, ed pour les verbes réguliers ou un terme spécial qui provient d'une liste de verbes irréguliers. Les temps simples. Le présent simple. Je mange des fraises en anglais devient I eat strawberries. Il mange des fraises et dit he eats strawberries. Il est important de noter qu'il n'existe pas de mot pour des en anglais. L'article pluriel indéfini en anglais n'est représenté que par un s à la fin du nom. On constate que seul le verbe est écrit dans cette phrase. Il n'y a pas d'auxiliaire. Cependant, l'on peut toujours dire I do eat strawberries, ce qui reviendra à dire je mange vraiment des fraises. Bien sûr, le sens de cette phrase peut être double. Dans le premier cas, l'on dira je mange des fraises parce que dans l'instant présent, vous êtes en train de manger des fraises. Ou je mange des fraises pourrait dire que dans le cas où il s'agit de manger quelque chose, je peux manger des fraises. Je n'ai aucune allergie vis-à-vis des fraises et je n'ai rien contre les manger. Ceci offre aussi une réponse à une question qui est souvent posée aux élèves et aux gens qui parlent anglais pour la première fois. Dans cette phrase où je ne vois pas d'auxiliaire, quel est l'auxiliaire? Et la réponse est très simple. Quand il n'y a pas d'auxiliaire d'une phrase en anglais, l'auxiliaire est automatiquement l'auxiliaire to do. Je ne mange pas de fraises se dit I do not eat strawberries. Il ne mange pas de fraises se dit he does not eat strawberries. Ici, il est nécessaire de mettre l'auxiliaire afin de mettre une forme négative standard. De plus, l'on constate qu'à la troisième personne, le S qui aurait été mis sur le verbe est donc placé sur l'auxiliaire à la place. Le verbe est donc laissé seul, posé derrière l'auxiliaire et la négation. Finalement, il y a la forme interrogative. Manges-tu des fraises? Qui se dit en anglais Do you eat strawberries? Ou mange-t-il des fraises? Does he eat strawberries? Ici aussi, l'auxiliaire est utilisé de façon récurrente. La structure des questions standards est de façon facultative le mot interrogatif en W, l'auxiliaire, le sujet, le verbe et le complément, ce qui reste à la fin après avoir rempli toutes les autres cases. Et finalement, le point interrogatif. Pour le verbe to be, qui est autonome au présent simple, ce dernier est placé à la forme d'auxiliaire. Es-tu grand? Are you tall? La voiture est-elle blanche? Is the car white? On peut voir que l'ordre des mots est différent entre le français et l'anglais, ainsi qu'il est impératif d'avoir un auxiliaire pour poser une question. En anglais, tous les temps et donc toutes les phrases ont des auxiliaires. Un cas très standard, où le verbe est placé dans la phrase seul, est automatiquement une phrase à un temps simple. Et l'auxiliaire est donc to do, does au présent, ou did au passé. Les temps continuent, le présent continue. Je suis en train de manger des fraises. I am eating strawberries. Il est en train de manger des fraises. He is eating strawberries. La combinaison de to be en tant qu'auxiliaire avec les différentes formes du verbe to be. Pour je, qui se dit I, ça sera am. Pour he, she, it, ça sera is. Et pour toutes les autres formes, ça sera are. Et les autres formes sont they, we et you. À ceci est ajouté le verbe avec une terminaison en ing que l'on appellera le participe présent, qui en français prend d'ailleurs ant, hein, c'est important. Ant égale ing entre le français et l'anglais. Et cette combinaison se traduit par une notion de processus ayant commencé dans le passé, se réalisant dans le présent et se terminant éventuellement dans le futur, qui s'étend dans le temps plus longtemps que les formulations utilisant le présent simple. En outre,
les temps continus forment le décor où des actions plus brèves et nombreuses se déroulent dans les temps simples. Cette formulation requiert toujours l'auxiliaire to be en combinaison avec le verbe qui prend ing. Il y a bien sûr des formes négatives et interrogatives dans les temps continu. Par exemple, l'on peut dire « Je ne suis pas en train de manger des fraises » I am not eating strawberries ou He is not eating strawberries pour « Il n'est pas en train de manger des fraises ». Pour la forme interrogative, on suit le schéma de la question. Ici, il n'y a pas de mot interrogatif. L'on demande juste « Est-il en train de manger des fraises » Is he eating strawberries ou « Es-tu en train de manger des fraises » Are you eating strawberries. Ici, l'ordre est respecté avec auxiliaire, sujet, verbe, complément. Et bien sûr, le point d'interrogation, qu'il ne faut pas oublier, je vous rappelle. Il y a un troisième temps du présent en anglais, le présent parfait. Ce dernier décrit des actions qui sont terminées, qui ont toujours un impact sur l'espace-temps, présent ou passé. J'ai mangé des fraises. I have eaten strawberries. Elle a mangé des fraises. She has eaten strawberries. J'ai ramassé des fraises. I have picked strawberries. Le présent parfait utilise l'auxiliaire to have, avec le participe passé du verbe, qui vient d'une liste pour les verbes irréguliers, ou en ajoutant ed, ou juste le d sur des verbes réguliers. Les temps parfaits sont utilisés pour contextualiser les actions exprimées au présent continu ou au présent simple, permettant de créer une situation d'énonciation complète. Dans la phrase « I have picked up strawberries », vous pouvez voir que derrière le verbe pick, qui veut dire normalement choisir, il y a up, ce qui transforme le verbe choisir dans le verbe ramasser. Beaucoup de verbes en anglais utilisent des petits mots afin de changer leur sens. Par exemple, le verbe qui utilise le plus ce processus est le verbe to get. Par exemple, le matin, vous pouvez dire I get up, qui veut dire je me lève. Mais vous pouvez aussi dire I get to school, je vais à l'école. Ou I get breakfast, je prends mon petit déjeuner. Le verbe to get et beaucoup d'autres verbes en anglais utilisent des petites prépositions pour changer leur sens. Il est important de bien noter si un verbe a une préposition ou pas. Aussi, dans I pick up a strawberry, vous pouvez voir que une est remplacé en anglais par a ou an, an ou a, qui sont les articles indéfinis de la langue. Il est aussi important de voir que ces articles ne sont pas genrés. A est placé devant les noms avec une consonne et an placé devant ceux avec des voyelles. Seuls les déterminants possessifs sont genrés en anglais et les noms n'ont pas de genre. Une autre chose importante à savoir est que parmi les pronoms personnels de la troisième personne, he est pour le masculin, she pour le féminin et it pour toutes les choses qui ne sont pas des personnes. C'est donc un il impersonnel. En gros, quand on dit c'est bien ou ça c'est bien, on dira it en anglais, it. Ces trois temps ont une relation avec l'espace-temps présent, qui s'organise autour du point qu'on appelle now, ou en français maintenant. Placé exactement en dessous de maintenant, il y a une multitude de petites actions qui ont lieu, qui sont représentées par des petits traits. Ces petites actions sont exprimées par le présent simple, auxiliaire to do. Avant maintenant, il y a une flèche qui représente toutes les actions passées qui ont encore un impact sur maintenant. Le présent parfait, to have plus le participe passé, qui prend ed pour les verbes réguliers. Et commençant dans le passé, passant maintenant et allant dans le futur, il y a une flèche qui traverse l'espace-temps d'un côté à l'autre. Ce sont les actions au présent continu, qui utilisent l'auxiliaire to be plus le participe présent, qui prend ing. En gros, je suis en train de laver des fraises, j'ai ramassé des fraises, je pense à comment je vais manger des fraises. I have picked up strawberries. I am cleaning strawberries. I think about eating strawberries. Ceci permet la création d'une situation d'énonciation complète. Il y a d'autres choses dans la conjugaison de l'anglais, entre autres les modos. Les modos n'expriment pas les actions qui se réalisent dans le présent ou l'espace-temps en question, mais plutôt les règles, les hypothèses et les possibles futurs qui encadrent les actions réalisées. Pouvoir, par exemple, est traduit par can, C-A-N. Je ne peux pas manger une fraise. I cannot eat a strawberry ou I can eat a strawberry. Je peux manger une fraise. Puis-je manger une fraise? Can I eat a strawberry? Il peut manger une fraise. He can eat a strawberry. Can dans ces phrases prend la place de l'auxiliaire. Il est placé devant le verbe pour les phrases négatives et affirmatives, au début pour les questions respectant le schéma de la question. Can porte la négation et le S et le ED du passé ne sont pas utilisés avec les modos, ce dernier étant un marqueur de temps. Or, can n'est pas un auxiliaire du présent ou du passé, malgré le fait qu'il est associé au présent. Ce dernier ne parle pas d'action, mais plutôt de paramètres
de l'espace-temps. Devoir au présent se traduit par le modal must. Je dois manger une fraise. I must eat a strawberry. Dois-je manger une fraise? Must I eat a strawberry? Must reprend le rôle d'auxiliaire et se comporte comme can. Le futur en anglais n'est pas une terminaison. Le modal will est utilisé comme auxiliaire et se traduit par le futur en français. Je le ferai, I will do it. Je mangerai des fraises, I will eat strawberries. Mangeras-tu des fraises? Will you eat strawberries? Will a clairement le rôle d'auxiliaire et se comporte comme can ou must. Attention, I will se traduit par je le ferai. Nous allons maintenant passer au temps du passé. Le passé simple est un temps simple. L'auxiliaire est donc to do et le verbe est donc placé seul pour les formes affirmatives. Je mangeai des fraises, I ate strawberries. Il mangea des fraises. He ate strawberries. Mangea-t-il des fraises? Did he eat strawberries? Je ne mange pas de fraises. I do not eat strawberries. Au passé simple, la forme passée du verbe, venant ou d'une liste de verbes irréguliers ou en ajoutant ed si le verbe est irrégulier, est placée seule à l'affirmatif. Sinon, pour les négations et les questions, il faut utiliser l'auxiliaire et respecter le schéma de la question. Au passé, l'auxiliaire to do prend la forme did. DID. Ce dernier porte la négation. L'intégralité des règles du présent simple s'applique aussi au passé simple, à l'exception des verbes et des auxiliaires qui sont mis au passé. Le passé continu. Comme le passé simple, le passé continu est un calque du temps présent mis au passé. J'étais en train de manger des fraises. I was eating strawberries. J'étais en train de manger des fraises. I was eating strawberries. Je n'étais pas en train de manger des fraises. I was not eating strawberries. Tu n'étais pas en train de manger des fraises. You are not eating strawberries. Ici, l'imparfait combiné à en train de se traduit par l'auxiliaire to be qui a une forme singulière was et pluriel were combiné avec le participe présent, la base verbale avec la terminaison ing qui en français se traduit par int. To be, évidemment, se comporte comme l'auxiliaire. Finalement, le troisième temps, le passé parfait, comme tous les autres, se transfère au passé, mettant l'auxiliaire to have au passé, had, H-A-D. J'avais mangé des fraises, I had eaten strawberries. Avais-je mangé des fraises? Had I eaten strawberries? Je n'ai pas mangé de fraises. I had not eaten strawberries. To have utilise sa forme passée, combinée au participe passé. L'espace-temps passé s'organise exactement comme l'espace-temps présent, seulement au lieu de s'organiser autour de maintenant, on s'organise autour de zen, en gros à ce moment-là. Les temps du passé remplacent les temps du présent. En gros, le présent simple devient passé simple, le présent continu devient passé continu et le présent parfait devient passé parfait. Les mêmes rôles encadrent le rapport au temps, c'est juste que l'espace-temps est décalé dans le passé. Les actions qui s'y passent n'ont plus d'impact sur le présent. L'on décrit donc une narrative qui est maintenant terminée. Elle est donc parfaite. Les modos du passé. Au passé, can devient could. Je pouvais manger des fraises. I could eat strawberries. Pouvais-je manger des fraises? Could I eat strawberries? Toutes les règles des modos s'appliquent. Cependant, il est important de savoir que could est aussi le conditionnel de pouvoir et qui peut être utilisé dans ces mêmes formes pour exprimer des phrases au conditionnel. Au passé, will, l'auxiliaire du futur, devient would, qui est l'auxiliaire du conditionnel. Comme will met le verbe qu'il assiste au futur, would le met au conditionnel. I would eat strawberries. Je mangerai des fraises. Mangerais-tu des fraises? Would you eat strawberries? I would, seul, se traduit par je le ferai ou je l'aurais fait. Le modal should est devoir au conditionnel. Je devrais manger des fraises. I should eat strawberries. Should est utilisé pour les conseils et les recommandations. En ce qui s'agit des modos, il ne reste que l'usage avancé de ces derniers. En plaçant have derrière un modal, l'on peut moduler les paramètres de l'espace-temps. J'aurais été manger des fraises. I would have been gone to eat strawberries. J'aurais voulu être en train de manger des fraises. I would have wanted to be eating strawberries. J'aurais dû manger des fraises. I should have eaten strawberries. J'aurais pu manger des fraises. I could have eaten strawberries. Ou aurais-tu pu manger des fraises? Could you have eaten strawberries? La voix passive se comporte comme les temps parfaits, à deux exceptions. Le remplacement de l'auxiliaire to have avec l'auxiliaire to be et l'inversion du sujet et de l'objet de la phrase. Je mange des fraises devient des fraises sont mangées par moi. Strawberries are eaten by me. Ceci est une façon de transférer l'intérêt de la phrase, de son sujet et du verbe vers l'objet de la phrase originelle. Dans le cas où ceci est utilisé, la chose
la plus importante de la phrase est transférée d'une à l'autre. Ceci permet de mettre la chose importante non pas sur l'action, mais sur l'état de l'objet. Les quasi-modaux. Pour chaque modal, il y a une forme quasi-modale. Pour must, en gros devoir, il y a to have, avoir besoin de. Pour can, pouvoir, il y a to be able to, être capable de. Pour will, le futur, il y a to be going to, en gros je vais. Et would, conditionnel, il y a to be going to, mais au passé. Ces équivalents ne sont pas complètement équivalents, mais peuvent être mis à absolument toutes les modalités décrites lors de cette vidéo. En gros, ils sont valables pour tous les temps. Ils ne sont pas complètement interchangeables. Par exemple, si l'on dit je ne dois pas manger de fraises, I must not eat strawberries, ce n'est pas équivalent à je n'ai pas besoin de manger de fraises, qui est I do not have to eat strawberries. L'un marque l'obligation, l'autre l'absence d'obligation. Dernier point de grammaire dont je vais parler ici est la composition de il y a ou de il y avait. Ça se traduit par there, qui veut dire là-bas, en combinaison avec l'auxiliaire to be, ajusté au temps approprié à la conjugaison appropriée. À cette fin, je dois vous rappeler qu'il y a 8 formes du verbe to be. To be, l'infinitif, 3 formes pour le présent, am pour I, are pour les 3 formes plurielles, you, we, they, et is pour la 3e personne, it, he, she. Les 2 formes passées de to be sont were pour le pluriel et was pour le singulier. Le participe présent de be est being et le participe passé est been. Je ferai d'autres vidéos à propos de la grammaire et d'autres expressions très importantes à connaître, mais là c'est vraiment la conjugaison de base qu'il faut impérativement connaître, sinon on ne peut pas vraiment écrire ni s'exprimer de façon correcte.